بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro un, في module théorie de signal pour licence 2, S4 ou bien deuxième année ingénieur. Voici le plan de ce module, voilà le chapitre qu'on va entamer dans ce module de théorie de signal. Le chapitre numéro un concerne les signaux, les fonctions et les opérateurs de base. Deuxième chapitre, ça concerne la classification des signaux. Troisième chapitre, on va voir ensemble la série et la transformée de Fourier, sachant que la série de Fourier est utilisée pour les signaux périodiques, tant que la transformée de Fourier, c'est le passage du domaine temporel, le domaine fréquentiel, mais pour les signaux qui ne sont pas périodiques. Dans le chapitre numéro 4, on va voir la convolution et la corrélation. Chapitre numéro 5, l'analyse spectrale. Chapitre numéro 6, l'échantillonnage. Chapitre numéro 7, les signaux aléatoires. Chapitre numéro 8, le filtrage. 9, c'est la transformée de Fourier discrète et rapide. Et on termine avec chapitre numéro 10, la modulation et démodulation des signaux. On commence par des généralités et définitions. On doit définir c'est quoi un signal. Nous avons la définition la plus simple d'un signal, que le signal, c'est une représentation physique euh, d'un phénomène qui évolue dans le temps ou dans l'espace. Le signal vient du latin signer, variation d'une grandeur physique de nature quelconque, porteuse d'informations. La théorie de signal, c'est l'ensemble des outils mathématiques qui permettent de décrire des signaux émis par une source ou modifiés par un système de traitement. La théorie de l'information, c'est l'ensemble des outils mathématiques qui permettent de décrire la transmission de messages véhiculés d'une source vers un destinataire. On termine avec traitement de signal. Donc, le traitement de signal va regrouper tout l'ensemble des méthodes et des algorithmes qui permettent d'élaborer et interpréter les signaux porteurs d'informations. Plus précisément, nous avons pour élaboration, ça concerne la partie codage, modulation, changement de fréquence, etc. La partie interprétation, on trouve décodage, démodulation, filtrage, détection, identification, etc. La partie échantillonnage, c'est la représentation en temps discret et on termine avec numérisation par conversion du domaine analogique, le domaine numérique. Toujours, nous avons un message qui passe à travers une source. La source, il va passer à travers un codeur, on aura des mots codés, passe à travers un émetteur. La relation entre l'émetteur et la récepteur à travers un canal. Après, nous avons récepteur, décodeur et destination. Donc, c'est tout à fait la partie inverse de départ. Donc, on commence par source, on termine par destination. On va faire codeur, donc on doit utiliser un décodeur. Et nous avons un émetteur, donc automatiquement, il faut avoir un récepteur. On s'intéresse à la théorie du signal. Donc, cette discipline donne une description mathématique des signaux. Cette théorie fait appel à l'algèbre linéaire, l'analyse fonctionnelle, l'électricité et l'étude des process aléatoires. Elle est apparue en 1930 avec les premiers travaux de Wiener et Kinchen sur les process aléatoires et ceux de Nyquist et Hartley sur la quantité d'informations transmises, bien sûr, sur une voie télégraphique. Les contributions essentielles du traitement de signal n'interviennent qu'après la guerre mondiale. Nous avons l'invention du transistor en 1948, des travaux de Shannon sur la communication, de Wiener sur le filtrage et de Schwartz sur les distributions. Aujourd'hui, on va voir le chapitre numéro un pour les signaux et fonctions et opérateurs de base. Comme toujours, on doit passer par l'introduction. Dans ce chapitre, on présente la description mathématique des signaux élémentaires, souvent idéaux. Donc, ils ne sont pas réalisables physiquement, mais très pratiques pour la description de modèles mathématiques. On va commencer par les signaux usuels et on va commencer par la fonction signe. La fonction signe, elle est notée SGNT. C'est une fonction réelle de la variable réalité définie par. Nous avons la fonction signe prend deux valeurs. Elle prend la valeur plus 1 pour t positif et elle prend la valeur moins 1 pour t négatif. La fonction signe, c'est une fonction impaire, donc
plus sin de t égale à moins sin de moins t, quel que soit t. Et toujours par convention, on admet que sin de 0 égale à 0. Deuxième fonction, c'est la fonction échelon unité, notée epsilon de t ou bien u de t. L'échelon unité, échelon aux fonctions de Heaviside, c'est une fonction réelle de la variable réelle t définie par epsilon de t égale à plus 1 pour t positive et elle prend la valeur 0 pour t négative. Et toujours par convention, on obtient epsilon de 0 est égal u de t. Troisième fonction, c'est la fonction ramp, elle est notée R de t. Donc, vous avez R de t égale à t pour t supérieur à 0 et R de t égale à 0 pour t négative. Voici sa représentation graphique. Toujours pour théorie de signal, il faut connaître la description mathématique et la description graphique. Sachant que la fonction ramp, c'est l'intégrale de moins l'infini à t de la fonction échelon, epsilon de t ou la u de t dt. Quatrième fonction, c'est la fonction rectangulaire ou bien porte. Notez rect de t. La fonction rectangulaire unité aux fonctions porte de largeur 1. Donc, la période est égale à 1. C'est une fonction réelle de la variable réelle t définie par rect de t. Elle prend la valeur plus 1 pour t compris entre moins 1 demi et plus 1 demi. Il prend la valeur 0. Et toujours, nous avons que la fonction rectangulaire, c'est la différence de deux signaux échelons. Un défini par l'échelon de t plus 1 demi, moins l'échelon de t moins 1 demi. Nous avons une remarque. On remarque que l'aire de la fonction rectangulaire de largeur unité vaut 1, puisqu'on a la hauteur égale à 1 ou la période égale à 1. Donc, المساحة المستطيل الطول في العرض 1 في 1 égale à 1. La fonction rectangulaire aux portes de largeur grand T est notée rect de T. Une fonction réelle du variable réel définie par rect de grand T est égale à, elle prend la valeur plus 1 pour T compris entre moins T sur 2 et plus T sur 2. Elle prend la valeur 0 ailleurs. On peut mettre rect de T, grand T est égal à rect de T, donc c'est toujours la différence de deux signaux échelons. L'échelon U de T plus T sur 2 moins l'échelon U de T moins T sur 2. Nous avons une remarque que l'aire de la fonction rectangulaire de largeur grand T, il vaut grand T. Cinquième fonction, c'est la fonction tri. Donc, la fonction tri, c'est une fonction réelle de la variable réelle t définie par trait de t, elle prend la valeur 1 moins la valeur absolue de t pour t en valeur absolue inférieure ou égale à 1, 0 ailleurs. Donc, voici sa représentation graphique. Toujours l'aire de la fonction triangulaire unité et la largeur de son support vaut 2. Euh, maintenant, on va parler d'une fonction rectangulaire, cette fois-ci, pardon, de largeur de t, l'aire égale à t. Donc là, non, c'est faux. Normalement, c'est entre moins t plus t. Elle est notée par 1 moins la valeur absolue de t sur grand T si vous avez t compris entre moins t plus t. Donc là, il غلطة محصور entre moins t et plus t. C'est pas moins t sur 2 et plus t sur 2. L'impulsion de Dirac, Dirac de T, c'est une impulsion de Dirac, ou bien on peut l'appeler la distribution de Dirac. Elle vérifie la condition suivante. Toujours la fonction impulsion de Dirac, elle prend la valeur 1 pour T positive, elle prend la valeur 0 ailleurs. Et comme propriété, nous avons l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de Dirac de du égale à 1. On va parler maintenant de la gaussienne, notée G de t. Voici sa représentation graphique. La gaussienne, ou bien on appelle la fonction cloche, définie par G de t égale 1 sur l'écart type sigma de G, la racine de 2p exponentielle moins t sur 2 sigma t au carré. Donc, sur que fonction cloche de valeur moyenne nulle et de variance égale à sigma G. Sachant que l'amplitude maximale est définie par, donc, grand M égale 1 sur sigma G, la racine de 2pi. Huitième fonction, c'est la fonction sinus cardinal. Notez sinus cardinal de t. Cette fonction est définie par sinus cardinal de t égale sinus t sur t. Nous avons une remarque que la distribution de Dirac peut être vue comme la limite de fonction. Vous avez Dirac de t, c'est la limite de 1 sur grand T quand t est envers 0, rec de t sur grand T. Donc, ou bien Dirac de t, c'est la limite de 1 sur grand T quand t est envers 0 de la fonction triangulaire centrée de 0 de période égale à t sur 2.
Dirac de t, c'est la limite de 1 sur t quand t tend vers 0 de sinus cardinal de t sur grand T. On peut remplacer sinus cardinal par sinus pt sur grand T sur pt. Donc, c'est la limite quand t tend vers 0 de sinus pt sur grand T sur pt. Troisièmement, nous avons les fonctions et les opérateurs de base. On va commencer par la règle de l'hôpital. Vous avez f de t et g de t, deux fonctions continues et dérivables en t0, telles que la limite de f de t quand t tend vers 0 est égale à la limite de g de t quand t tend vers t0 égale à 0. Sachant toujours que la limite de f de t sur g de t quand t tend vers t0 est égale à la limite de f' de t sur g' de t. Nous avons un exemple, c'est on vous demande de calculer la limite de sinus t sur t quand t tend vers 0 est égale toujours la limite de cosinus t quand t tend vers t0 est égale à 1. Maintenant, on va parler du décalage ou bien ce qu'on appelle la translation. Les signaux aux fonctions peuvent être retardés ou avancés d'une valeur taux supérieure à 0. On va prendre un exemple. Donc, vous avez taux de t moins taux. Il prend la valeur 1 à partir de taux plus l'infini. Pour l'échelon de t plus taux, donc il prend la valeur 1 de moins taux jusqu'à plus l'infini. Dirac de t moins taux, il prend la valeur 1 pour taux. Dirac, pardon, de t plus taux, il prend la valeur 1 pour moins taux. Troisièmement, nous avons le produit d'une fonction par une Dirac. X de t, Dirac de t moins t0 égale tout simplement x de t0, Dirac de t moins t0. Le calcul de l'intégrale d'un produit avec un Dirac, vous avez I égale l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de t, Dirac de t moins t0 dt, donc est égal à x de t0. Les valeurs caractéristiques d'un signal, si vous avez un signal x de t défini sur un intervalle t1, t2, donc sa valeur moyenne x bar est égale à 1 sur t2 moins t1, l'intégrale t1, t2 de x de t dt. La valeur quadratique ou bien l'énergie est définie par un intégral entre t1 et t2 de x carré t dt. La valeur quadratique moyenne de puissance est définie par P de x égale à 1 sur T2 moins T1, l'intégrale T1, T2 de x carré dt. La puissance égale W de x sur T2 moins T1. Donc, la puissance est égale l'énergie par la différence de l'intervalle de temps ou bien par la période. La valeur efficace, donc, c'est la racine carrée de la puissance. Maintenant, on va parler de la distance entre deux signaux. Si vous avez deux signaux x de t, y de t dans ces représentations vectorielles, vous avez x de t a pour représentation vectorielle x1, x2 jusqu'à xm, y de t a pour représentation vectorielle y flèche, c'est-à-dire vecteur y égale y1, y2 jusqu'à y. Comment on calcule la distance euclidienne entre x de t est définie? Donc, la distance euclidienne entre les deux signaux x de t et y de t. C'est la somme pour k varie 1 jusqu'à m de xk moins yk élevé au carré, le tout sous la racine. La distance maintenant entre deux signaux sur un intervalle grand T est définie par D2 entre x de t et y de t, donc K, l'intégrale de t de x de t moins y de t élevé au carré dt à la puissance 1 demi. Donc c'est une distance moyenne quadratique, sachant que K c'est une constante de normalisation. On peut prendre K, elle peut prendre la valeur 1 ou bien la valeur 1 sur grand T. Maintenant, pour les signaux binaires, on utilise la distance de Hamming. La distance de Hamming entre deux signaux x de t, y de t est égale par définition à une somme de k variable 1 jusqu'à k de xk ou exclusive yk. Donc, le cercle avec le plus à l'intérieur, ça représente le ou exclusif. Cette distance mesure le nombre de bits différents entre x et y. Maintenant, pour la norme d'un signal, si vous avez un signal x de t défini sur un intervalle t1 et t2, la norme de x de t est donnée par la norme de x de t, c'est l'intégrale de t1, t2 de x de t élevé au carré dt sous la racine. Si vous avez un signal x qui est égal x1, x2 jusqu'à xm, on peut définir les normes suivantes. Vous avez la norme de x de t, c'est la racine carrée de la somme de x1 au carré plus x2 au carré jusqu'à xm au carré. On peut la mettre de la forme égale la racine carrée de la somme de x et au carré. Toujours avec la norme, donc c'est le max entre la valeur absolue de x1, x2 jusqu'à xm.
Donc, la norme de x de t est égale à la valeur absolue de 1 plus la valeur absolue de 2 jusqu'à la valeur absolue de m. Donc, c'est la somme pour i varie de 1 jusqu'à m de la valeur absolue de x. On passe maintenant au produit scalaire des signaux. Si vous avez deux signaux xt, y de t sur un intervalle t1 et t2, on peut définir le produit scalaire par le produit scalaire de x, y est égal à l'intégrale de t1, t2 de x de t par y conjugué t dt. L'étoile représente la conjugaison complexe. Donc, nous avons une remarque que le produit scalaire entre x et y, il est différent du produit scalaire entre y et x. Et le produit scalaire entre x et y est égal au conjugué du produit scalaire entre y et x. Pour les fonctions orthogonales, si vous avez deux signaux sont orthogonaux, si leur produit scalaire est nul, c'est-à-dire si vous avez le produit scalaire entre x et y qui est égal, l'intégrale entre t1 et t2 de x de t par y conjugué dt qui est égal à 0. Remarque, le choix de l'intervalle T1 et T2, les bandes intégrales, est important car vous avez le produit scalaire égal à 0 dont T1 et T2 n'entraînent pas l'orthogonalité dans tous les intervalles. Quelle est la relation entre le produit scalaire et la distance euclidienne? Vous avez la distance carrée entre x et y est égale à un produit scalaire entre x moins y et x moins y, donc est égal euh, la valeur de x au carré plus y au carré moins deux fois le réel du produit scalaire entre x et y. Si vous avez le produit scalaire entre x et y égale à 0, donc la distance carrée de x, y égale 0 égale la valeur entre x et y élevée au carré, donc c'est x au carré plus y au carré. On passe à l'approximation d'un signal. Si vous avez un signal x de t qui appartient à un espace L au carré de t1, t2 de dimension grande n, et B est égal à un ensemble de phi1 de t jusqu'à phi de m de t qui représente une base d'un sous-espace de L carré t1, t2. On peut définir dans ce cas les sous-espaces par une approximation d'ordre grand M, x de t noté x chapeau de t est égal par définition, c'est la somme de n variable 1 jusqu'à grand M de alpha m phi de m de t. L'erreur d'approximation est définie par E de t égale à x de t moins x chapeau de t. Et on appelle l'erreur quadratique la quantité E au carré est égale à la distance entre x et x chapeau. Donc, alpha m sont choisis de façon à minimiser la distance des x et x approximés. Maintenant, pour le produit de convolution, sinon, on va faire le produit de convolution dans la prochaine vidéo, parce que nous sommes déjà arrivés à 18 minutes. وعمالي ما تحبوش les vidéos, toi. Je vous laisse le temps de bien réviser cette partie. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va terminer la suite. Je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès, à la prochaine.